Le juge président, rebonjour. À vous également, monsieur le témoin, bien entendu. Alors, sans plus attendre, je donne la parole à l'accusation afin qu'il puisse poursuivre son interrogatoire. Monsieur Garcia, vous avez la parole. Alors, monsieur le témoin, je veux simplement revenir sur cette question de votre... vous avez dit que vous faisiez du sport avec le FDS. Est-ce que vous avez fait une formation militaire quelconque, apprendre à faire des tirs, quoi que ce soit? Chez Mao, on a travaillé sur des armes. On a appris à démonter et à remonter. Chez les FDS, comme vous dites, on a couru, on a fait du jogging. À part ça, travailler sur armes avec les FDS, non. Sir, Your Honor, I'd like to confront the witness. Monsieur le président, je souhaiterais montrer au témoin sa déclaration. Pour les fins du dossier, CIV OTP 0085 1449. C'est à la page 1485. Et c'est les lignes 1230 à 1256. Evidence 1 or 2? I don't see it yet on evidence. Monsieur Garcia, il me semble qu'il s'agit du canal évidence 1. Ou alors évidence 2, je n'en sais rien. Alors, monsieur le témoin, on va juste lire, je vais vous lire ça à haute voix, et c'est durant votre entrevue avec les enquêteurs du bureau de l'accusation. Vous étiez en train de parler justement sur toute cette question de votre temps chez le colonel Yedes. Et je commence à la ligne 1230. Alors, c'est l'intervieweur, ouvre les guillemets. Le colonel Yedes a donné l'ordre au sergent Coulet de vous former, c'est ça. Votre réponse, voilà, de nous former. Donc ça, ils ont commencé à nous former. Plus loin dans la page, sur la même page, à la ligne 1252, intervieweur vous pose la question, c'était où le poste commandant où vous avez été formé? Vous répondez, bon, dans le camp militaire. OK. Et votre réponse, il y avait, c'était des cours qu'on suivait là-bas.
et des instructions sur le tir. Voilà. Alors, maintenant que je vous ai lu cet extrait de votre transcrit, est-ce que vous êtes en mesure de nous confirmer si oui ou non vous avez suivi des cours de tir, comme vous l'avez dit? Franchement, on n'a pas suivi de coup de tir. Pourriez-vous nous expliquer à quoi vous faisiez référence alors? Quand on revient du sport, je sais pas, mais surtout travailler comment j'appelle ça, les instructions sur le tir. On n'a pas, je sais pas, on n'a pas eu de. Bon, si j'ai dit des cours, c'est, tu sais, il y a des militaires qui sont au poste de commandement. Voilà, ceux-là. Parce qu'on a déjà appris un peu chez Mao. Donc, il nous arrive de travailler de les aider à travailler sur les armes. Eux nous apprenaient. Mais ce n'était pas un ordre direct du colonel. Tu vois, dans notre curiosité, nous, on essayait aussi d'amplifier au moins ce qu'on a appris chez Mao, comme sur les instructions de tir, tout ça. Sur nos postes de commandement, on a couru. Voilà, on a fait le jogging. Mais dis même qu'il y a un programme spécifique où, après le jogging, il y a, comment j'appelle ça, l'instruction sur le tir, tout ça. Non. Mais si je comprends bien, c'est bien le colonel Yedes qui a donné l'ordre au sergent Coulet de vous former, quand même. Bon, quand je parle de former, je parle de jogging. Voilà. Je veux savoir également quelque chose, Monsieur le témoin. Lorsque vous avez été transféré entre les mains de la FDS, est-ce que vos noms ont été enregistrés quelque part? Il y avait la liste des jeunes qui étaient au palais de justice. Voilà, je suis sûr que c'est sur cette liste-là que j'ai été enregistré. Alors, expliquez-nous, c'était quoi cette liste? Mais c'est la liste des jeunes qui sont venus d'Abidjan, comme moi, nous qui étions au palais de justice. Voilà, c'est cette liste-là. Parce qu'il fallait connaître le nombre. Donc, il y avait forcément une liste. Donc, c'est sur cette liste-là que j'ai été enregistré. Et je veux simplement comprendre, est-ce que c'est le colonel Yedes qui devait vous enregistrer sur une liste, sur cette liste? Comment ça fonctionnait? Quand les premiers qui étaient déjà au palais de justice, ils avaient une liste. Voilà, il se pourrait que cette liste-là était dans la main du colonel. Parce que quand on est arrivé, le Mao a donné un mot où il a dit prière de nous joindre sur la liste. Donc peut-être que c'est cette liste-là dont il a parlé. Voilà, la liste des jeunes qui sont, comment j'appelle ça, au palais de justice. Voilà. Et à quoi devait servir cette liste? Ben, c'était pour connaître notre nombre. C'est tout. Et là, vous dites que Mao a donné un mot. C'est un mot de Mao, Gloffier, à qui? Et au colonel. Parce qu'on était en face du poste de commandement. Donc il fallait au moins que notre liste soit. Et juste pour les fins du dossier, quand vous parlez du colonel, c'est évidemment le colonel Yedes, si je comprends bien. Ouais. Ouais.
Pendant que le temps que vous étiez là, que vous avez passé à Guiglo, est-ce que vous avez participé dans des combats? Non. Je n'ai participé à aucun combat. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps-là? Je crois que vous nous avez dit que vous êtes arrivé en mars. Oui. Pouvez-vous nous dire en quel moment vous êtes parti encore? Parti où? Quand vous êtes retourné à Abidjan? Ouais, je suis retourné en 2006. Simplement pour que ce soit clair, vous êtes arrivé au mois de mars 2003. En 2003, est-ce que vous êtes retourné par la suite à Abidjan? Oui, nous sommes retournés à Abidjan. Je crois dans le mois de septembre, quelque chose comme ça. Alors, pour les fins du dossier, septembre 2003, si je comprends bien? Voilà. Alors, durant toute cette période de temps que vous êtes là, vous avez fait quoi au juste? On était là. On a couru un moment et après on était là. Aviez-vous des armes? Non, on n'en avait pas. C'est les FDS qui avaient les armes, sinon nous, on n'en avait pas. Et juste une précision, du moment que vous tombez avec le FDS, que vous êtes allé voir le FDS, vous restiez là-bas au poste de commandement, vous étiez sur les ordres ou sous la tutelle de qui au juste? Monsieur le Président. Qu'il était au poste de commandement. Le juge président, Maître Bougnon, allez-y. Laisse que devait être reformulé parce qu'il y a beaucoup d'amalgames. Poste de commandement transféré avec le FDS. Je ne crois pas que le témoin ait dit ces choses-là. Your Honor, I can... Monsieur Garcia, je vais simplifier. Le juge président, très bien. Bon, la question de savoir sous le commandement de qui vous étiez placé est une question relativement simple. On était sous les ordres du général Mao. Mais ce que je veux savoir également, encore plus précis, mais si vous alliez à combattre, qui devait vous donner les ordres pour aller au front? Si j'étais allé combattre... Objection. Non, c'est bon. Le juge président, oui. Bien évidemment. Il s'agit d'une question hypothétique. Il a dit qu'il n'était pas parti au combat. Monsieur Garcia, Monsieur le Président, la question est de savoir qui aurait pu donner cet ordre, le juge président. Mais cela ne s'est pas produit d'après les propos du témoin. Sous les ordres de qui étiez-vous? Il a répondu à la question. Il me semble que cela est suffisant. Alors, monsieur le témoin, je veux simplement vous ramener à votre déclaration encore une fois. It's a confrontation, Your Honor. Monsieur le Président, je souhaite confronter le témoin à sa déclaration dans la transcription CIV OTP 0085 1590, page 1597, ligne 220 à 222. Alors, monsieur le témoin, on va faire le même exercice qu'il y a quelques instants. Je vais vous ramener à votre transcrit, votre déclaration que vous avez donnée aux enquêteurs de l'accusation sur ce même point. Alors, je vais reprendre un peu plus tôt dans la question, paragraphe 215. Vous avez dit qu'il y avait certains éléments qui ont pu participer au combat. Votre réponse, oui. Avec les Libériens. Votre réponse, les Libériens. Mais moi, je suis venu au combat. Les Libériens, là, c'est qui? Tu vois,
lui peut me dire « va au front », c'est le colonel Yedes, parce que Maro m'a confié au colonel Yedes. Et je continue, ligne 223, ligne 224, votre affirmation. Donc, si je dois aller au front, c'est sous les ordres du colonel Yedes. Monsieur le Président. Mr. Bougnon. Le juge président, Maître Bougnon. Get into substance. Monsieur Garcia, si nous parlons de questions de fond, je préférerais que cela soit fait en l'absence du témoin, mais je m'en remets pour cela au Conseil de la Défense. C'est d'abord sur la forme, parce qu'on a parlé de confrontation. Ici, ce n'est pas une confrontation, puisque la réponse que le témoin a donnée n'est en d'aucune façon contraire avec ce qui a été lu par l'accusation. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que le témoin est là, mais ce n'est pas une confrontation parce que, effectivement, le témoin dit encore la même chose que la question qui a été posée. Je peux revenir à la question qui a été posée, à la réponse qui a été donnée par le témoin. There is no confrontation. Le juge président, il n'y a en effet aucune confrontation en l'espèce. Et il s'agissait d'une question hypothétique portant sur une réponse donnée par le témoin. Et il a dit ne pas y être allé. Et dans cette déclaration, vous le confrontez de nouveau à cette question hypothétique qui a été rejetée. Monsieur Garcia, si vous le permettez, il y avait également une question qui précédait et qui était plus précise, à savoir sous les ordres de qui il était à cette époque. Et donc, je souhaite confronter le témoin à cette question parce qu'on pourrait déduire de sa réponse quelques autres informations. Et cela pourrait être utile à la Chambre. Le juge président, il a répondu, il a dit sous les ordres de qui il était placé. Et ensuite, vous avez posé une question hypothétique en disant qui aurait pu vous ordonner ceci ou cela, qu'il n'a pas fait. Monsieur Garcia, j'ai posé cette question afin de bien préciser les choses quant au type d'ordre dont je souhaitais parler. Et maintenant, je souhaite le confronter avec la question de savoir sous les ordres de qui il était à l'époque. Et à l'époque, il a donné une réponse au bureau du procureur qui pourrait nous amener à penser autre chose. C'est la raison pour laquelle je souhaite vous poser des questions à ce sujet. Le juge président, dans un souci de clarté, monsieur le témoin, pourriez-vous nous dire sous les ordres de qui vous étiez à ce moment-là? De Mao Glofier Denis. Okay. I can ask if I... Monsieur Garcia, si je peux tirer cela au clair, monsieur le président, je souhaiterais le faire, car la question est plus compliquée que cela. Sous les ordres de qui, c'est une question générale. Et c'est pour ça que j'ai demandé, si on vous demandait d'aller au front, qui aurait pu donner cet ordre afin de tirer au clair, et cela permettrait de démontrer sous les ordres de qui il était réellement placé. Le juge président, pas qui ordonnerait, mais qui ordonnait. Il s'agit d'un témoin. Il est ici pour répondre de manière factuelle et non pas à des conjectures. Monsieur Garcia, je pourrais demander qui avait l'autorité d'ordonner aux témoins ou aux personnes des FLG. Le juge président, quelle était la relation hiérarchique que vous aviez avec le colonel Yedes, monsieur le témoin? Je n'avais pas... J'étais sous les ordres de Mao Glofier Denis. Hiérarchie, je ne sais pas, mais moi j'étais sous les ordres du général Mao Glofier Denis. Alors, je ne sais pas ce que je vais répondre encore, franchement. OK. Le juge président, dernière question à ce sujet. Le colonel Yedes vous a-t-il jamais donné des ordres? Est-ce que vous avez eu affaire au colonel Yedes à quelque moment que ce soit? Quel ordre du colonel Yedes? OK. Le juge président. Très bien. Monsieur Garcia, veuillez continuer.
Alors, je comprends, monsieur le témoin, que vous êtes reparti pour Abidjan en 2003 également. Qui vous a donné la permission pour retourner à Abidjan? La permission, on a forcé Mao à nous ramener à Abidjan. Donc c'est lui qui a donné la permission qu'on retourne à Abidjan. Pourquoi? Ben parce que moi, je remarquais que tout s'était calmé et que je ne voyais pas trop ce que nous devions faire là. Parce que d'abord, même on était là, on ne faisait rien. Donc si tout est calme, on doit chercher à rentrer à Abidjan. Vous avez utilisé l'expression que vous avez forcé Mao. Pourquoi vous aviez à forcer? Parce qu'on s'ennuyait. On était là, on ne faisait rien. Donc il fallait rentrer sur Abidjan. Si le témoin, est-ce que le nom de Oulé Delafosse vous dit quelque chose? Oui, son nom me dit quelque chose. Pourriez-vous nous dire de qui s'agit-il? Oulaye de la Fosse, c'est un militaire. À cette époque, alors que vous étiez à Guiglo, est-ce que vous avez eu à voir, ou est-ce que vous avez vu M. Oulaye Delafosse? Oui, quand j'étais à Guiglo, je l'ai vu. Dans quelles circonstances? Il était venu déposer ce sac de riz au palais de la justice. Au moins une tonne. Et on en a pris aussi. Donc, il s'est fâché. Voilà. Il a demandé que, comme on a pris son sac, ce sac de riz, donc, il était fâché, quoi. C'est par là que j'ai demandé, mais lui, c'est qui? Puis les gars m'ont dit, non, c'est Oulaye de la Fosse. Voilà, c'est là que je l'ai connu. À l'époque, est-ce que vous savez quel rang il avait? Non. Non, je ne savais pas quel rang il avait. Alors, simplement pour que ce soit clair, M. Delafosse est un militaire. Il appartenait à qui? À quelle unité ou à quelle section? Oulaye de la Fosse était militaire. Voilà. Fantassin ou bien un gars du bâtiment blindé ou bien quoi, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'était un militaire. On parle du FDS, c'est ça? Voilà. D'après vos connaissances, est-ce que M. Delafosse avait d'autres responsabilités ou d'autres fonctions alors qu'il était à Guiglo? Non, je ne sais pas. D'après vos connaissances, est-ce qu'il est allé au combat? Oui, il est allé au combat. Avec qui? Il était allé avec des militaires. Lorsque vous parlez de militaires, on parle de militaires du FDS? Oui. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Oui, il devait avoir quelqu'un d'autre, mais je ne sais pas, c'est avec qui. Alors, quand vous dites que vous ne savez pas, vous ne vous rappelez plus ou? Voilà, je ne me rappelle plus, c'est ça. Alors, j'aimerais rafraîchir la mémoire du témoin.
0085 15 90, c'est le nom du transcrit. Excuse me. Le juge président, veuillez m'excuser. Maître Altit, allez-y. Pourrait-on savoir comment le témoin a appris tout cela, puisqu'il nous a dit n'avoir jamais combattu? Il nous dit que M. Delafosse est allé au combat. Comment le sait-il? Est-ce que c'est par oui-dire? Est-ce qui le lui a dit? Etc., etc. Et seulement après, en fonction du degré de plausibilité de ce qu'il aura dit, de la manière dont il aura répondu, pourra-t-on peut-être lui poser des questions, lui poser plus de questions, plus détaillées, sur ce qu'il a pu faire, avec qui il est allé, quand et comment. Il faut garder un certain ordre logique, me semble-t-il, Monsieur le Président. Your Honor, I believe the witness will be able to answer. Monsieur Garcia, je laisserai à mon témoin de répondre aux questions. Le juge président, c'est la première fois qu'on entend parler de combat alors que lui-même n'avait pas participé à des combats. Donc, si c'est sur la piste des combats que nous voulons venir, eh bien, ça serait quand même quelque chose de très important. S'il y a effectivement eu des combats. Juge président, comment savez-vous qu'il y avait des combats pendant la période pendant laquelle vous vous trouviez à Guiglo, en 2003? Concernant Delafosse, No, in general. Juge président, non, en général, est-ce qu'il y avait des combats qui avaient lieu à ce moment-là? nous on était au palais, mais de temps à autre, il y a des militaires qui venaient, qui nous informaient sur les combats côté des Bloliquins, un peu vers Bloliquin là-bas. Voilà, eux nous informaient, ils nous disaient que ils sont allés à un tel combat. Donc nous, ça rentrait dans nos oreilles, c'est ce que nous on écoutait, c'est tout. And how do you know that Juge président, et comment saviez-vous que Oulay Delafosse participait à ces combats? Delafosse, j'ai vu dans une vidéo une fois, où il était avec des éléments, puis il y a des reporters qui l'interviewaient sur le terrain. Voilà, c'est là que j'ai vu qu'il était allé sur le front. Voilà. Mr. Garcia? Juge président, Monsieur Garcia. Alors, Monsieur le témoin, je veux simplement revenir sur ce que vous avez dit aux enquêteurs pour clarifier certaines choses. Et je fais référence à la page 1596 du transcrit 0085 1590. Et je fais référence aux lignes 186 à 189. Votre réponse à une question des enquêteurs à la ligne 187. Et j'ai demandé, mais lui, c'est lui. Non, c'est Oulay Delafosse. C'est lui qui, quelquefois, qui s'occupe du groupe des Limas. Tout ça, là. Donc, c'est là que moi, je l'ai connu. Ça, c'était le jour où il était venu se plaindre quand on a pris ses sacs de riz. Voilà. Il s'est plaint. Donc, moi, j'ai demandé, je dis, mais lui, c'est qui? Donc, c'est un ami qui m'a dit, ah, c'est Oulay Delafosse. Voilà, il combat et puis il s'occupe aussi des Limas. Alors, simplement que ce soit clair, quand vous parlez de Lima, c'est quoi? Bon, Lima, c'est des Libériens. Alors, c'était des Libériens. Est-ce que vous pourriez nous donner plus d'informations? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Les Libériens, ils combattaient aussi.
avec les FDS. Alors, quand vous dites qu'il s'occupait du groupe de Lima, qu'est-ce que ça voulait dire au juste? Qu'est-ce que vous voulez dire par s'occuper? Monsieur le Président. Maître Altit. Juge président, Maître Altit. Sauf erreur. La scène se passe de cette manière, et le témoin vient d'ailleurs de le rappeler de manière assez claire. Il voit arriver quelqu'un qui est fâché parce qu'on a pris des sacs de riz, le dénommé Oulaye de la Fosse. Il ne sait pas qui est cette personne. Il demande à quelqu'un qui se trouve avec lui, qui se trouve à côté de lui, qui est la personne. On lui répond Oulaye de la Fosse. Et on précise quelque chose à propos de Lima. À aucun moment, c'est le témoin qui dit ça. La manière dont les choses sont présentées ici, on inverse les choses comme si le témoin avait une réserve de connaissances sur tel ou tel point, par exemple Lima, et on veut lui poser des questions sur cette réserve de connaissances. Mais ce n'est pas lui qui dit ça. Lui n'est que l'écho de ce que quelqu'un lui a dit à ce moment-là. Donc on ne peut pas lui poser ce type de questions, parce que c'est trahir l'esprit de ce qu'il a dit et la lettre de ce qu'il a dit. Your Honor, that's extent. Maître Garcia, Monsieur le Président, il s'agit là de plaider sur le fond du témoignage du témoin, mais cela ne doit pas se faire à ce stade, sauf s'il y a une objection à cette question. En fait, c'est le Conseil de la Défense qui est en train de placer des arguments. Juge président, non. Maître Altit. Pas lui être demandé. C'était quoi? Oui, quand vous dites que c'est le témoin qui a dit ça, vous ne pouvez pas lui demander « Avez-vous dit ça ?» Vous ne pouvez pas dire « C'est le témoin qui a dit ça ». C'est quelqu'un d'autre qui a dit cela. Voilà l'objection. Juge président, d'après ce que j'ai compris, le témoin est réticent à dire un certain nombre de choses et l'accusation le confronte à ce qu'il a dit dans sa déclaration. Et c'est ainsi, je crois, que cela devrait se passer. Il ne dit pas des choses que quelqu'un d'autre a dit, mais il rappelle ce que le témoin avait dit dans sa déclaration. Est-ce bien cela? Monsieur Garcia, oui, c'est cela. Le juge président, bon, d'autre part, ils disent que non, parce que moi j'ai le témoignage ici. Monsieur Garcia, je parlais de ce que le témoin avait dit aux enquêteurs pendant son entretien. Juge président, oui, d'accord, mais c'est toujours pas clair, parce que ça se passe déjà depuis plus d'1 an et demi. Nous ne savons pas, nous n'avons pas de questions directes et claires, et ensuite des confrontations directes et claires pour rappeler la mémoire. C'est un peu confus tout cela, et c'est pour cela que j'ai fait cette intervention, à savoir que on est plutôt en train de deviner que d'être face à une certitude. Et je voudrais que l'on pose une question claire au témoin. S'il ne répond pas en fonction de ce que vous pensez être ce qu'il a dit auparavant, eh bien oui, là, il y a confrontation. Mais on n'essaye pas d'extraire des choses que peut-être le témoin ne veut pas dire. Donc, on confronte le témoin avec sa déclaration, on rafraîchit sa mémoire. Et c'est pour cela que j'ai demandé au témoin de répondre en toute sincérité aux questions, mais s'il ne se souvient pas des faits, qu'il dise qu'il ne s'en souvient pas, sinon, là, il y aura confrontation et ça n'a plus rien à voir avec cela. Maître Altit. Sur la même page, je vais lire en quelques secondes ce qu'a dit le témoin au représentant du bureau du procureur dans sa déclaration. Parlant d'Oulaye de la Fosse, ah oui, alors la référence, ce sont les lignes 183 à 189. C'est l'extrait qui a été lu par le représentant de l'accusation tout à l'heure. Donc je cite ce qu'a dit la personne, en l'occurrence le témoin, au représentant du bureau du procureur. Je cite. Très bien, Monsieur le Président. Je cite. Juge président, lisez lentement, s'il vous plaît.
Ligne 183 hein, pour les interprètes. Alors, parlons de Oulay de la Fosse, entre guillemets, donc il nous a accusés. Il a dit que, à partir de maintenant, qu'on ne nous servait plus au poste, et là, à partir de maintenant, on ne nous sert plus au poste de commandement, quoi. Parce qu'on a volé son riz, tout ça. Fin de citation. Il est clair qu'il parle de Oulay de la Fosse. Ensuite, il dit, je reprends la citation, « Et là, j'ai demandé », c'est donc le témoin qui pose la question, « mais lui, c'est qui ?» Donc il interroge ceux qui sont autour de lui pour savoir qui est cette personne qui vient de leur dire « on vous servira plus de riz parce que vous avez volé mon riz ». Je reprends la citation. Avant la citation, on lui répond, et là je reprends la citation, « Non, c'est Oulay de la Fosse, c'est lui qui, quelquefois, c'est lui qui s'occupe du groupe des Lima, tout ça là. Donc c'est là que moi, je l'ai connu. » Fin de citation. Donc c'est tout à fait clair, et c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est aucune raison d'ergoter, d'essayer de faire dire au témoin ce qu'il n'a pas dit. Ce n'est pas lui qui parle des Lima, c'est les personnes à qui il s'adresse en demandant qui est Oulay de la Fosse, qui est très fâché parce qu'on a pris son riz. La réponse de la personne qui est à côté de lui, c'est lui qui s'occupe du groupe des Lima. Voilà. Donc on ne peut pas... je veux dire, les choses sont claires. Il me semble peut-être que tout à l'heure, il y a eu un problème de traduction. Mais comment poser la question au témoin comme si c'était lui qui avait dit ça? C'est pas possible. C'était là le fondement de mon objection, Monsieur le Président. J'espère que les choses sont plus claires maintenant. Absolutely yes. Juste président, tout à fait. J'ai également cela devant moi. Monsieur Garcia, Monsieur MacDonald, si vous me permettez de reprendre les choses maintenant, oui, effectivement, c'est ça le problème, parce que c'est quelque chose qui a été dit au témoin par quelqu'un d'autre, et c'est pour cela que nous souhaitons le confronter avec sa déclaration. Juge président, très bien. Monsieur MacDonald, nous poursuivons. Juge président, bien. Monsieur Garcia. Alors, monsieur le témoin, vous avez parlé des Libériens qui étaient également présents. Est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire quel était leur nombre approximatif? Bon, il pouvait valoir au moins une cinquantaine. Est-ce qu'ils étaient armés? Oui, ils étaient armés. Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Pardon d'intervenir, mais je n'ai pas le choix. De Libériens qui étaient présents, telle est la question. Mais qui étaient présents où? C'est que la question soit bien posée, que le témoin puisse répondre et qu'on sache à quoi s'en tenir. Est-ce qu'ils étaient présents là où se trouvait le témoin? Est-ce qu'il les a vus ailleurs? Quand? Où? Qu'on pose des questions précises, parce que sinon, ce n'est plus un témoin. Your Honors. Monsieur MacDonald, Monsieur le juge président, il a été dit très clairement au début de cette déposition, et nous sommes toujours dans la même situation. Nous sommes à Guiglo, juge président, donc nous sommes donc à Guiglo, de la période qui va de mars à septembre. Eh bien, combien y avait-il de Libériens à Guiglo à cette période-là? C'est la question qui vous est posée, monsieur le témoin. They do. Et que faisait-il là-bas? Il combattait avec Mao, avec les éléments de Mao. C'est ce qu'il faisait à Guiglo. And when Juge président, et vous avez dit qu'il y en avait au moins 50. Vous voulez dire qu'à ce moment-là, c'était 50 Libériens qui combattaient à Guiglo à cette période-là? C'est ceux qui venaient chez Mao. Je dis 50, peut-être même qu'ils valent moins que ça.
Parce que ceux qui venaient chez Mao, ils venaient là, prenaient le temps et puis là, ils retournaient. Donc, peut-être même qu'ils pouvaient valoir 40, 30, c'est sûr. Okay. Mr. Garcia? Juste président, très bien. Monsieur Garcia, je voudrais simplement vous dire que nous venons de dépasser la durée qui vous était impartie et nous n'en sommes encore qu'à 2003. Monsieur Garcia, Monsieur le Président, nous allons aller plus vite. Vous êtes en mesure de nous donner les noms de ces libériens, de certains que vous connaissiez? J'ai vu Bebo. On m'a parlé de Bob Marley. Et puis en 2006, au temps du désarmement, j'ai vu un qui s'appelait Tarzan. Alors, ces personnes-là que vous avez mentionnées, Bebo, est-ce que vous savez quel était son rang parmi les Libériens? Il devait être responsable. Mais son rang, je ne sais pas. Vous avez également mentionné Tarzan, Bob Marley. Ouais. Qu'est-ce qu'ils avaient au juste comme fonction, eux? J'étais les responsables, je devais avoir d'autres. Mais j'étais les responsables. Savez-vous, Monsieur le témoin, si ces Libériens venaient rendre compte à qui que ce soit? Ils venaient rendre compte à Mao. Si je dis compte, c'est que s'ils venaient chez Mao, donc ils se mettent de côté, ils causent, je ne sais pas de quoi ils parlent, mais s'il y a compte à rendre, peut-être que c'est à Mao ils rendaient. Sinon, ils venaient chez Mao, c'est que sûr. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire qui s'occupait de ces Libériens? Je crois que c'est Mao. C'est Mao qui s'occupait d'eux. Est-ce que vous savez, Monsieur le témoin, si à cette époque, les Libériens également venaient voir le FDS? Certains venaient au poste. Ils venaient là. Mais je ne sais pas pourquoi ils étaient là, quoi. Mais est-ce que tu pouvais venir là une fois, puis retourner? Quand vous dites au poste, c'est quel poste au juste? Au poste de commandement de Guiglo. Simplement que ce soit clair au dossier également, c'est le poste de commandement, c'est l'endroit où étaient situés les FDS? Oui. Là, vous avez dit il pouvait venir là une fois et puis retourner. Est-ce que vous avez constaté ça vous-même? Oui, une à deux fois. Ils venaient là, ils viennent dans un véhicule, ils sont au moins 3, 4. Ils viennent et puis ils retournent.
qui ou juste des Libériens? Est-ce que vous savez leur nom? Des Libériens inscrits ici. Je ne connais pas leur nom, pas ceux dont j'ai parlé là. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire qui ils venaient voir? Non, je ne suis pas en mesure. Parce que je ne suis pas avec eux quand ils rentrent là-bas. Donc, je ne sais pas franchement qui ils viennent voir. Alors, Monsieur le témoin, vous êtes parti, vous avez quitté Guiglo. Et lorsque vous avez quitté Guiglo, vous êtes allé où en 2003? Je suis venu et quand on a quitté Guiglo, on nous a déposé d'abord au premier bataillon. On a fait quelques jours et puis on nous a demandé de rentrer à la maison. Alors, quand vous dites le premier bataillon, c'est lequel? Est-ce que vous Le pouvez premier nous dire? bataillon d'infanterie d'Akwedo. Et qui était le commandant? C'était le colonel Timoko Auguste. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? C'était lui qui était le commandant du premier bataillon. Est-ce que le nom de Bombay vous dit quelque chose? Bombay Denis, oui, son nom me dit quelque chose. C'était qui? C'était un officier supérieur de l'armée. Il était situé où? Je comprends pas. Alors, vous dites Bombay, mais il se trouvait où? Où est-ce qu'il était positionné? Bombay, il nous a trouvés au premier bataillon d'infanterie d'Akwedo. Où il était situé, moi je ne sais pas. Alors, quand vous dites « il nous a retrouvés », vous étiez combien? Quand on est venu, le colonel a demandé qu'on essaie de connaître notre nombre. Donc à ce moment-là, on était 678. Alors, juste pour que ça soit clair, est-ce qu'il s'agit de 678 personnes? C'est les personnes qui sont venues avec vous de Guiglo? Oui. Est-ce que c'était des membres du FLGO? Oui, c'était des membres du FLGO. Alors, qu'est-ce que M. Bombay, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il nous a dit de rentrer à la maison, qu'il y a un processus qui va être décidé pour nous. Au départ, on n'a pas compris, mais vers la fin, j'ai su que ce processus, c'était le désarmement. C'était pour nous dire que rentrer à la maison, que peut-être qu'au désarmement, ils vont s'occuper de vous, c'est tout. C'est comme ça qu'il nous a demandé de retourner. Est-ce que vous êtes retourné à la maison? Non, je ne suis pas retourné à la maison parce que je n'avais pas de maison. Voilà. Parce qu'avant de partir, je louais une maison. Donc, quand je suis revenu, pour peut-être ne pas m'attendre. Donc, c'est mon ami Aubin qui m'a gardé chez lui. Et après, on est retourné sur le chantier de Laurier pour chercher à travailler. Là, on était des aides-maçons. Travailler comme on appelle là, sur un chantier. Travailler avec des maçons, des menuisiers. Parce que on était aides-maçons là-bas. Alors, par la suite, est-ce que vous avez fait, en 2003, est-ce que vous êtes allé à la cathédrale Saint-Paul? Oui. Pourquoi? Bon, on ne comprenait rien à notre situation parce que on s'est tenu à ce que JC nous avait dit. Il dit, ah les gars, si vous allez, si ça va, on va vous mettre dans l'armée. Donc maintenant, on s'est dit quoi, de toute façon, ils nous ont envoyé à Abidjan. Est-ce qu'ils peuvent penser à ça? Ou bien ce que le général a dit, ce que Bombay a dit
brièvement pour dire qu'il y a une structure qui va s'occuper de vous. Donc, on voulait arriver à la cathédrale, essayer de faire une grève de faim pour qu'on puisse savoir ce qui se passe. Voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé à la cathédrale. Êtes-vous en mesure de nous dire, de nous situer dans le temps quand ou juste en... ça s'est produit, cela? Non, je ne me souviens plus, mais c'était dans 2003, là, mais je ne me souviens plus, franchement. Alors, vous étiez combien dans cette cathédrale, approximativement? On était nombreux. Quelles étaient vos demandes? Vous avez dit que vous faisiez une grève de la faim. Pour quelle raison? Oui, mais pour chercher à croiser le président, pour lui expliquer notre problème. Et avez-vous pu lui parler de vos problèmes? Oui, on lui a parlé de notre problème. Juste pour que ce soit au clair au dossier, quand vous parlez du président, vous parlez de qui? Le président Laurent Gbagbo. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? Expliquez-nous. Comment vous l'avez rencontré? Bon, il y a on était à la cathédrale, puis il y a le général Bombay qui est venu. Ah. Il est venu pour nous demander de rentrer à la maison. Et qu'il avait une somme pour nous, tu vois, un peu d'argent pour qu'on puisse entrer en famille avec. Donc nous, on a refusé. On lui a dit que notre souci, ce n'est pas l'argent. Nous, on veut retourner sur le front parce qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir là-bas. Donc nous, c'est ce qu'on veut. Qu'ils trouvent les moyens pour nous envoyer sur le front. Donc il est parti. Et je suis sûr qu'il a dit au président qu'il y a des jeunes qui sont à la cathédrale, qu'il faut qu'ils viennent les voir peut-être. Donc le président est arrivé. Alors, simplement pour préciser, M. Bombay, est-ce qu'il est venu tout seul ou avec quelqu'un d'autre? M. Bombay, ce jour-là, était venu avec les choses de la fosse. Si je me souviens bien, il était venu avec de la fosse. Combien est-ce qu'il vous offrait? Bon, avec notre nom, il nous avait remis 10 millions. Qu'on puisse partager, que chacun puisse entrer en famille et puis attendre. Mais nous, on a refusé.